Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler Awa Melo qui a annoncé sa candidature. Il est au PPACI, il est avec Gbagbo là-bas. Et visiblement, ça ne va pas très très bien. Awa Melo, il fait partie du parti de PPACI. Et ce parti, le nouveau parti que Laurent Gbagbo a créé. Et Awa Melo a annoncé sa candidature. Et lorsqu'il a annoncé sa candidature, en direct à la télévision, il a été démis de ses fonctions. Et on a vu ça lui-même, il a dit qu'il était sur le point de démissionner. Mais voilà, je l'ai écouté sur la chaîne Live TV, une chaîne très intéressante qui organise de très bons débats. Il a très bien parlé, il a été brillant comme d'habitude. Et franchement, les commentaires, il a séduit les Ivoiriens. Parce que quand vous regardez les commentaires, il faut lire les commentaires, il a impressionné les Ivoiriens, il faut aller lire les commentaires. Il y a plus de 400 et quelques commentaires et quand vous lisez les commentaires, c'est terrible, il a impressionné les gens. Awa Melo. Et les partis, moi, qui m'ont intéressé, c'est les partis souveraineté, c'est les partis AUS, etc. On va écouter et on va commenter. On s'imagine que ça va bien se passer. Et quelles sont les premières actions, les premiers actes que vous prenez pour répondre à cet appel de souveraineté? Là, c'est un journaliste, un animateur, hein, je ne sais pas si les journalistes ou animateurs, qui lui pose une question. C'est un invité qui lui pose une question. Et là, il demande ce qu'il va faire, quels seront les premiers actes qu'il va poser s'il devient président. L'unité, le panafricanisme et autres que vous lancez. En 2011, disons quand on a pris le pouvoir en 2000, notre objectif c'était de construire une souveraineté. Et cette souveraineté, 2 ans après notre accession au pouvoir, a été attaquée. Au début, on a pensé que c'était uniquement des rebelles, mais au fur et à mesure, on a vu que derrière, c'était l'ancienne puissance coloniale qui, évidemment, a utilisé toute sa puissance militaire et diplomatique pour nous dégager. Donc vous avez entendu. Ce monsieur, Awa Melo, il est candidat à l'élection présidentielle en 2025. Il est du PPACI. Il a été ministre. Et il dit qu'en 2010, lorsqu'ils ont été attaqués, au départ, ils pensaient que c'était des rebelles. Mais après, ils se sont rendus compte que c'était l'ancienne puissance coloniale qui les attaquait. Ce qu'il dit, ce monsieur, il dit la même chose qui s'est passée ici au Mali. Oui, au départ, nous aussi, lorsque en 2012-2013, la crise a démarré au Mali, la crise a commencé. Au début, on pensait que c'était juste les terreaux qui nous attaquaient. Disons, au début, on pensait que c'était les rebelles, juste les rebelles. On pensait que c'était les rebelles qui avaient pris les armes, qui voulaient leur indépendance, etc., l'autonomie, etc. Et puis, on avait fait 4, 5, 6 accords avec eux déjà de 1961 à aujourd'hui. On avait fait tellement d'accords avec eux. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y avait l'ancienne puissance coloniale qui nous attaquait. Mais à travers des terreaux. Et eux aussi, ils se sont fait attaquer. Mais eux, ils se sont fait attaquer directement par l'ancienne puissance coloniale. La France, elle a intervenu. Les militaires français ont intervenu directement chez eux en Côte d'Ivoire. Ah oui, directement. Ouais. Donc, c'est pratiquement la même chose. Parce que chez nous, ils nous ont attaqués. C'est vrai, ils ont empêché nos militaires d'avoir accès à Kidal. Ils ont menacé nos militaires physiquement. On les a vus. Ah, mais ils ont envoyé aussi des terreaux. Oui. En Côte d'Ivoire, c'était la même chose. Et il le dit. Pour nous, et quand je dis puissance militaire, on a vu que le dénouement de la crise, c'était l'armée française qui était en première ligne. Donc la première décision, si nous voulons construire une souveraineté, c'est de annuler les accords de coopération en matière de défense pour libérer la Côte d'Ivoire de toutes les armées étrangères, surtout celles qui ont colonisé la Côte d'Ivoire par la force. Parce que personne n'a appelé l'armée française en Côte d'Ivoire. Là, c'est important ce qu'il a dit. Il a dit que si lui, il venait au pouvoir, eh bien, ça va faire partie de ses premières décisions. Il faut les accords de défense, là, les accords de coopération de défense, il faut les enlever. Les accords militaires, là, en matière de défense, il faut les enlever carrément, il faut les dénoncer. C'est ce que nos pays ont fait. Dans l'AES, c'est ce qu'on a fait. Il faut carrément faire partir ces armées. Mais pas seulement dire, écoutez, la France, les militaires français, vous êtes dans un camp militaire ici, là. Quittez ce camp militaire-là
et puis bon, c'est fini, ils sont partis. Ah non, l'accord de défense, là, il faut dénoncer cela. Ceux-là, ils peuvent venir rapidement, hein. C'est 30 minutes d'avion, 1 heure d'avion, ils viennent seulement. Voilà, donc ça c'est important. Et il évoque aussi un sujet très, très important. Il a dit que la France n'a pas été appelée dans nos pays. On ne l'a pas appelée. Les militaires français n'ont pas été appelés. On ne les a pas appelés. Ils sont venus d'eux-mêmes. Avant les indépendances, ils sont venus. Ils sont restés après les indépendances. Et jusque-là, ils sont là. On ne leur a pas demandé de venir. Et ça, c'est important qu'un pays tel que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, tous les pays du monde doivent être souverains quand même. Doivent être libres de choisir qui doivent venir chez eux ou pas, surtout en matière d'armée. Tels qui ont colonisé la Côte d'Ivoire par la force. Parce que personne n'a appelé l'armée française en Côte d'Ivoire. Elle s'est imposée par la force pour ses intérêts. Et comme on a besoin de développer la Côte d'Ivoire en tenant compte des intérêts des Ivoiriens, il faut que cette armée qui œuvre pour l'intérêt de l'ancienne puissance coloniale parte. C'est important que les Ivoiriens comprennent cela. Lorsqu'il dit, oui, que l'armée française... Moi, je m'inquiète même pour ce monsieur, quoi. Parce que ce monsieur, le discours qu'il a, qu'il fasse attention à ceux qui mangent, hein, qu'il fasse attention à ceux qui boivent, qu'il fasse attention à là où il va. Parce que, en tant que vice-président de l'Alliance des BRICS, parce qu'il est le vice-président de l'Alliance des BRICS, pas des BRICS, hein, mais de l'Alliance des BRICS, franchement, qu'il fasse gaffe. Parce qu'il a dit des choses importantes. Il dit que l'armée française est chez nous en Côte d'Ivoire pour ses intérêts. Et il est important que nous fassions des choses. Il est important pour nous de faire des choses dans l'intérêt des Ivoiriens. L'armée française est là pour ses intérêts à elle-même. Elle n'est pas là elle n'est pas en Côte d'Ivoire pour les intérêts des Ivoiriens. Et là, c'est important, hein, ce qu'il dit. C'est très important. Et avec elle, évidemment, toutes les autres armées alliées à cette puissance coloniale-là. D'autres actes. Et donc ça, c'est la première décision. Et ça, c'est important aussi, parce qu'il dit qu'il faut non seulement faire partir les armées françaises, mais avec toutes les autres armées derrière. Parce que tout le monde sait que les armées françaises, la France, sa technique, c'est ça. C'est de chasser en meute. C'est-à-dire, elle a de l'influence sur la Côte d'Ivoire. Elle utilise son influence pour être là. Et elle fait venir derrière elle l'Union européenne, les États-Unis, tout le monde. Bah oui, c'est comme ça leur système. Et après, ils sont là-bas. Et ça devient compliqué. Et là, lui, il dit que c'est l'une des premières décisions qu'il faut prendre. Les faire partir tous. Et ça, les Ivoiriens sur le plateau, lorsque moi je regardais le plateau, quand je regardais l'émission, les gens l'écoutaient et le regardaient. Et je sentais dans les yeux de ces Ivoiriens sur le plateau en fait, ça les intéresse d'avoir leur souveraineté. Ça les intéresse. Ça les intéresse d'être libres, d'être eux-mêmes. Ça les intéresse. Et je vous dis, tôt ou tard, le peuple ivoirien va se libérer. Tôt ou tard, ils vont se libérer. Tôt ou tard, ils vont se libérer. Et la deuxième décision, c'est comment sécuriser le pays, parce que les armées impérialistes reculent toujours, mais pour mieux sauter ensuite. On a vu en Guinée, on voit aujourd'hui dans l'AES, on voit un peu comment ça manœuvre autour de l'AES pour déstabiliser l'AES par des coups d'État fréquents. Et donc, si vous ne prenez aucune disposition pour sécuriser votre pays après avoir chassé l'armée d'occupation, il est bien évident que ça ne sera que de courte durée. Et ça, ce qu'il dit, c'est vrai. Monsieur Awadam Melo, franchement, il faut le saluer, ce monsieur. Mais c'est ça, parce que cette armée d'occupation qui est l'armée française, qui même après qu'on ait eu nos indépendances en 1960, cette armée qui continue à être chez nous, dans nos différents pays, eh bien, c'est important de le dire, si tu les chasses, ils vont tout faire pour te faire tomber. Et c'est ce que nous vivons dans les pays de l'AES. Ils font tout pour faire tomber les régimes. Ils font tout pour faire tomber les régimes. Ils sont comme ça. Et il faut essayer de se sécuriser. Il faut essayer de s'armer le plus possible et de se sécuriser contre eux. L'armée française, il a dit que l'armée française n'est plus en Côte d'Ivoire. Non, c'est des histoires drôles. L'armée française est bel bien, puisque les accords de défense existent,
Or, aujourd'hui, on a tout simplement tenu compte de la modernisation des moyens d'attaque d'un pays. Et donc, on peut être en France et puis attaquer la Côte d'Ivoire si c'est autorisé. On peut prendre un avion pour survoler. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la crise était très tendue, on a vu un avion débarquer à l'aéroport d'Abidjan, alors que j'étais ministre de l'équipement, et que j'avais interdit à ce que cet avion atterrisse. Mais l'avion a atterri tout simplement parce que l'aéroport est concédé à un investisseur extérieur. Et donc, cet investisseur estimait qu'il ne répondait plus des décisions de la Côte d'Ivoire, mais répondait des décisions d'outre-mer. Conséquence, l'avion a atterri. Ce qu'il a dit ici, il a dit beaucoup de choses très intéressantes. Et ça doit donner à réfléchir aux Ivoiriens. Pas seulement aux Ivoiriens, ça doit donner à réfléchir à tous les Africains. Il a dit ce que Awa Dambelo a dit, Don-Melo a dit tout de suite. Monsieur Awa Don-Melo a dit tout de suite. C'est très très important. Ça, c'est des choses qu'il faut archiver. Il dit qu'il était ministre de l'équipement à l'époque. Donc, l'aéroport et tout ça était sous son contrôle. Il dit que 2010-2011, là, la date je ne me rappelle pas très bien, 2010-2011. Donc, il dit que il y a un avion français qui est arrivé à l'aéroport d'Abidjan. C'est-à-dire, l'avion est arrivé à l'aéroport d'Abidjan. Et lui, en tant que ministre, il a dit non. Il n'y a pas d'avion qui descend. Mais il dit que puisque il y a un accord de défense entre eux, parce qu'il n'a pas parlé d'avion militaire ou civil, mais à mon avis, c'est un avion militaire, c'est clair. Donc, il dit que l'avion est descendu quand même parce qu'il y a un accord entre eux. Ça veut dire que, avec cet accord de défense qu'il y a entre eux, la France a le droit de venir chez vous quand elle veut militairement avec ses avions. Quand ils veulent, ils viennent chez vous. Même sans votre autorisation, ils viennent. Parce qu'il y a l'accord de défense. Et ils vont présenter ce document, cet accord de défense, pour justifier leur venue. Ça veut dire que même si demain, je ne le souhaite pas, hein, même si demain le président Alassane ne s'entendait pas avec eux, décidait de prendre un autre chemin, qui est le chemin de la souveraineté réelle, et que la France s'y refusait. Et s'il y a tension entre eux, la France peut venir avec son armée en Côte d'Ivoire, parce que déjà il y a l'accord de défense là entre eux. C'est ce qu'ils ont fait en 2010 pendant la crise. Ils sont venus, Awa Don-Melo l'a dit, ils sont venus à l'aéroport. Et l'aéroport aussi, il y a un deuxième problème qu'il a évoqué, qui est très important aussi, qu'il faut retenir. Il a dit que l'aéroport est concédé à d'autres gens, d'autres personnes. Ça veut dire que, vous savez, généralement dans nos pays africains, les pays francophones, généralement nous savons que nos aéroports, on les concède, on les donne en concession à des sociétés étrangères qui défendent les intérêts de d'autres personnes, mais pas de nos pays. Même au Mali, ici, ils ont voulu le faire. Ils ont voulu faire une concession de l'aéroport. Vous imaginez? On vous dit non, écoutez, l'aéroport, vous n'arrivez pas à gérer. Votre aéroport, on va le donner à telle société qui va gérer. Mais il y a qui derrière? Vous voyez un peu. Donc là, Awa Don-Melo a évoqué deux problèmes. Premièrement, il dit en français très facile, même si les Ivoiriens ne sont pas d'accord, la France, là, avec l'accord de défense qu'il y a entre la France, ces avions militaires peuvent venir dans le pays. Ils viennent directement chez eux. Voilà, à l'aéroport d'Abidjan. Et puis ils descendent et ils font ce qu'ils ont à faire. Même sans votre accord. Donc voici un grand danger, premièrement. Et deuxièmement, il parle de la concession de l'aéroport à des étrangers. Donc c'est grave. Pas au 43e Bima. L'avion n'était pas au 43e Bima. Décollé de Paris, atterri en Côte d'Ivoire et en moins de 24 heures a fait tout le boulot. Donc ça veut dire tout simplement que c'est les accords de défense qui ont permis à cet avion-là d'atterrir. Et quand il parle d'avion qui a fait tout le boulot, ça ne peut être qu'un avion militaire. Donc un avion militaire a quitté la France, descendu à Abidjan et a fait tout le boulot, a nettoyé. Voilà. C'est les accords de défense. Même au Mali, ici, on avait ce problème avec les accords de défense. Notre espace aérien, on ne pouvait pas faire décoller d'avions comme on le voulait. Nos avions, on ne pouvait pas les faire décoller comme on le voulait. Ça, je vous dis, c'est important de retenir ce qu'il a dit là. C'est important, hein? Très important. Donc,
monétaire également. Ah oui, donc vous comprenez que 43e BIMA, avec le développement de la technologie militaire, n'est plus nécessaire pour mettre en œuvre un accord de défense. Et donc nous disons, annulons tout simplement les accords de défense pour qu'un avion décollant de Paris n'atterrisse pas en Côte d'Ivoire sans l'autorisation de ceux qui dirigent ce pays-là. Mais je vous dis que... mes frères africains, franchement, quand j'entends des choses comme ça, je me dis que... c'est sérieux. C'est sérieux. Vous imaginez un avion français, un avion militaire français qui descend directement à l'aéroport d'Abidjan sans la permission même qu'à les autorités locales. Ils s'en fichent. Celui qui dirige le pays ne peut rien dire. L'avion descend. Je suis même en train de me demander si... Je m'excuse de le dire. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas prise en otage? Est-ce que les dirigeants ivoiriens ne sont pas pris en otage? Pourquoi je dis cela? Parce que est-ce qu'ils peuvent revenir en arrière? Est-ce qu'ils peuvent? Je vous dis, est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils peuvent dire non, je ne veux pas de ça? Je ne fais pas ça. Ils ne peuvent pas. S'ils tentent de le faire, là, ça peut mal se passer. Et donc c'est la première décision. Évidemment, les autres décisions, c'est les accords monétaires, parce que vous comprenez que nous sommes dépossédés de nos réserves en devises, nous sommes dépossédés de nos épargnes, et donc si nous voulons avoir une politique de crédit au profit des citoyens ivoiriens, il faut qu'on se réapproprie notre monnaie, on se réapproprie nos épargnes et qu'on puisse faire du crédit aux opérateurs économiques et de développer l'économie nationale. Lorsque Awa Dom-Melo dit ici que il faut régler la question monétaire parce qu'il dit que nous sommes dépossédés de nos réserves de change, de nos devises et puis de nos épargnes, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas rentré dans les détails. Mais il faut aller lire les accords monétaires qu'on a eu à signer avec la France, en relation avec le franc CFA. Qu'est-ce que les accords monétaires disent? Les accords monétaires disent que les Ivoiriens, pas les Ivoiriens seulement, l'UEMOA, les pays de l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA, lorsque vous vendez, par exemple, l'État ivoirien, lorsque l'État ivoirien vend du cacao, par exemple, pour 1 milliard de dollars ou 1 milliard d'euros, je ne sais pas, quel que soit le montant, les devises que vous gagnez là, les devises que vous gagnez des devises. Toi, tu as du cacao, l'État ivoirien, il vend son cacao à n'importe quel pays dans le monde, il gagne des devises. Les devises que vous gagnez, c'est ça aussi qu'on appelle les recettes d'exportation, les recettes que vous avez. Vous devez déposer 50%, la moitié en France, au niveau du Trésor public français, dans un compte là-bas, à la Banque de France. Vous devez déposer 50%. L'État ivoirien. Je n'ai pas dit les commerçants. Si tout de suite là, un commerçant ivoirien se lève, vend son cacao, lui il a son argent et puis il s'en va, il se casse, il se barre, il n'y a pas de problème. Je parle des États. Il y a des accords entre les États. État français, État ivoirien. État français, État malien. État français, État togolais, État béninois, État... Entre les 8 États qui sont dans l'UEMOA. Voilà. C'est ce que ça... Donc, toi, quand les États vendent quelque chose, par exemple le Mali qui vend du coton, quand vous gagnez des euros, des devises ou bien des dollars, vous devez déposer la moitié, 50% de vos réserves de change là-bas. C'est vrai, en 2019, décembre 2019, lorsque le président Ouattara et Macron ils sont sortis, ils ont dit bon, c'est fini. Dans les accords monétaires, c'est fini. Autrefois, vous deviez déposer 50%, maintenant vous ne déposez plus. Je pensais même que quelqu'un allait poser la question à Awa Dom-Melo sur le plateau. Quand même, les journalistes qui sont là-bas doivent quand même savoir que depuis décembre 2019, nos États ne sont plus obligés de déposer cela. Ils auraient dû lui poser la question, mais est-ce que M. Awa Dom-Melo, est-ce que ça continue toujours? Parce que le président Ouattara et Macron ont décidé qu'on ne dépose plus rien. Et on aurait vu ce qu'il aurait répondu. Mais en tout cas, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire continue à déposer.
Mais dans les accords monétaires, eh bien, on doit déposer 50% de nos réserves. Au départ, c'était 100%. Hein. Au début des accords monétaires, dans les années 60 et quelques, c'était 100% qu'il fallait déposer. Après, c'était vu, ça a baissé à 70%, je crois bien. Après 65%, un truc comme ça. Après, ils ont diminué à 50%. Et puis, en décembre 2019, ils disent, bon, ce n'est plus la peine de déposer quelque chose. Mais la France continue à garantir. Mais on dit, mais vous garantissez quoi? Vous continuez à garantir, vous garantissez quoi? Et la France dit, non, eux, ils garantissent le franc CFA. On dit, mais comment? Comment vous garantissez le franc CFA? Ce sont nos réserves d'échange nous-mêmes. Ce sont nos recettes d'exportation qui garantissent le franc CFA à travers les devises qu'on a. Ce n'est pas vous qui les garantissez. Donc là, c'est un aspect très important que Awa Dombello a dit. Il faut se débarrasser de cette monnaie. Il faut s'en débarrasser de tous ces accords monétaires qui entrent. Voilà. Par les Ivoiriens et pour les Ivoiriens. Puisque dans tous les pays développés, les acteurs nationaux dominent l'économie et créent des partenariats avec des opérateurs extérieurs. Mais en Côte d'Ivoire, un pays dominé, on se rend compte que 95% de l'économie n'appartient pas aux Ivoiriens. Ça, c'est fatal. Ce qu'il a dit ici, c'est fatal. Il dit que dans tous les pays du monde, les activités économiques du pays sont dominées par les nationaux. Et il dit que 95% de l'économie ivoirienne n'appartient pas aux Ivoiriens. Personne n'a pu parler sur le plateau. Personne n'a pu parler. Personne n'a pu parler. C'est pour ça que je dis que lorsque je regarde, pendant que Awa Dombello parlait, je regardais les journalistes en fait. Je les regardais, ceux qui sont journalistes, ceux qui sont animateurs, ceux qui sont chroniqueurs, peu importe comment on les appelle. Ceux qui sont sur les plateaux, je les regardais. Ils étaient fascinés par les messieurs. Parce qu'ils comprennent. Ceux-ci-là qui sont sur le plateau, ils veulent l'indépendance. Ils veulent la vraie indépendance là. Ils veulent la vraie. Bien que des fois, ce sont les plateaux qui tapent sur les pays de l'AES là. Nous, on ne parle pas. Des fois, ils tapent sur les trucs de l'AES, les pays de l'AES là. Ils nous tapent dessus, les pays de l'AES ont fait ci, ils ont fait ça. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Non, on ne dit rien. On ne parle pas. Mais 95% de l'économie n'appartient pas aux Ivoiriens. C'est grave. C'est grave. Il faut inverser la tendance. Et donc, à l'annonce, donc... Bon, maintenant, toujours, on va rester avec Awa Dombello pour la dernière partie. Ce que je veux savoir, parce que dans votre discours, vous avez un discours souverainiste. Et vous voulez qu'on s'ouvre aux BRICS, on s'ouvre à tout le monde finalement. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire quittons un maître ou un autre maître? Permettez-moi de... Excusez ma candeur aussi la question. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec la France, on a le CFA, tout va bien, la Côte d'Ivoire est souveraine, elle décide de tout et de tout ce... Bon, regardez un journaliste sur le plateau qui pose une question comme ça. Qui dit que, bon, d'abord, que est-ce qu'on ne quitte pas un maître pour un autre maître? Donc lui, dans sa tête, nous sommes dans les histoires de maître encore, quoi. Lui, c'est ça qu'il a en tête. Donc, pour lui, la Côte d'Ivoire a un maître. Et le maître de la Côte d'Ivoire, c'est la France. C'est ça que lui-même, il a en tête déjà. Mais il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça, monsieur le journaliste. Et puis après ça, il dit, bon, mais est-ce que, voilà, nous avons le franc CFA et tout va bien, la Côte d'Ivoire, elle est souveraine, on fait ce qu'on veut. Oh là là, mais c'est catastrophique. Mais c'est catastrophique. Mais je suis désolé de le dire, mais ce monsieur, il a un niveau excessivement bas, extrêmement bas, très bas. Comment est-ce qu'il peut dire que on est avec le franc CFA, tout se passe bien, tout va bien? Ah, c'est grave. C'est lui là, une fois, je l'ai entendu dire sur le plateau là, il a dit que c'est la France qui garantit le franc CFA. Je l'ai entendu dire ça une fois sur un plateau. J'ai dit, c'est grave quoi. Tes réserves, hein, tes recettes d'exportation garantissent ta monnaie avec l'euro, mais tu ne le sais pas. Parce que les Français te disent, ah non, c'est nous qui garantissons votre... Mais la garantie de convertibilité, là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les accords monétaires disent? Les accords monétaires, là, disent quoi concernant la garantie de convertibilité? La France dit que nous vous garantissons de vous donner des devises de manière illimitée tant que vous déposez vos recettes d'exportation chez nous, notamment 50%.
Je vais répéter ça lentement. Les Français disent, parce que quand on dit garantie là, les gens pensent que, en fait, les gens ne savent pas garantie là. Mais quand on dit garantie là, les gens pensent que c'est la garantie de notre monnaie quoi. C'est pas garantie de ta monnaie. Quand on dit garantie du franc CFA là, c'est pas la France va garantir ta monnaie. Ils disent que je vous garantis de vous donner des euros, des dollars, des devises quand vous avez besoin de cela pour faire vos importations. Parce que les importations se font avec des euros et des dollars. Donc moi, je vous garantis de vous en donner de manière illimitée, à condition que vous déposiez 50% de vos recettes et d'exportation chez moi ici en France, dans la Banque de France, au Trésor ici. Parce que le Trésor français, je crois bien, je ne sais pas comment c'est organisé, le Trésor français, il doit avoir des comptes au niveau de la Banque de France. Bon, nous aussi, il y a un compte là-bas où nous aussi, on doit déposer. Chacun des 8 pays doivent déposer là-bas. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, lorsque ce journaliste, l'autre jour, il dit que c'est la France qui garantit le franc CFA, je lui dis, bah, c'est terrible. Hein? Bon, maintenant, il dit que la Côte d'Ivoire, elle est souveraine, ils font ce qu'ils veulent. Que la Côte d'Ivoire fait tout ce qu'elle veut. Mais lequel de nos pays peut faire tout ce qu'il veut avec l'ancienne puissance coloniale? C'est maintenant que les pays de l'AES sont en train de faire ce qu'ils veulent. Parce que tu n'avais même pas le droit de regarder la Russie dans les yeux. Tu n'as pas le droit d'aller là où Macron ne veut pas. On va y aller. Elle veut, mais vous estimez qu'on n'est pas souverain. Peut-être que nos souverainetés, on va la gagner avec les BRICS. Pourquoi pas la Russie? Non, il s'est dit que vous êtes l'homme de la Russie quelque part. Allez-y. Non, les BRICS, c'est d'abord une idéologie. C'est-à-dire la souveraineté des États dans un monde multipolaire où chaque État souverain coopère avec le pays de son choix, sans agressivité d'un État. C'est ce que fait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, malheureusement, a des liens encore coloniaux avec l'ancienne puissance coloniale. C'est une vue de l'esprit. Non, je vous explique. Aujourd'hui, lorsque vous voulez coopérer avec la Russie, c'est impossible tout simplement parce que nos accords monétaires entre la France et la Côte d'Ivoire nous obligent à passer par l'Europe pour coopérer avec la Russie. Il n'y a pas de coopération directe sur le plan monétaire. C'est-à-dire que moi, je suis russe, je viens en Côte d'Ivoire, ma carte de crédit ne fonctionne pas parce que tout simplement l'Europe a sanctionné la Russie. Voilà pourquoi nous disons que nous avons des liens coloniaux qui nous empêchent de nous ouvrir aux autres pays membres des BRICS. Et donc ces liens-là, il faut les couper tout simplement pour qu'on puisse avoir le choix. Parce qu'il n'y a pas que de meilleurs en Occident, il y a d'abord déclinant, il y a de meilleurs dans les pays émergents, il faut pouvoir s'ouvrir. C'est pour cela que je me bats pour la souveraineté. Et donc, lorsque vous parlez, prenons le cas de la Russie tout simplement. La Russie a libéré l'Europe, mais l'Europe n'est pas devenue une colonie russe. Lorsque le nazisme avait occupé l'Europe, la Russie a contribué à libérer la Chine, mais la Chine n'est pas une colonie russe. La Russie a contribué à libérer l'Égypte, mais l'Égypte coopère beaucoup plus avec les États-Unis qu'avec la Russie. La Russie a contribué à libérer même la Côte d'Ivoire parce que le RDA, le PDCI était d'obédience communiste à sa naissance. C'est à travers la Troisième Internationale contrôlée par la Russie que le PDCI a été fondé. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas devenue une colonie russe. Et donc, il faut savoir choisir ses partenaires qui peuvent t'accompagner dans ton cheminement vers la souveraineté. Et c'est ce que fait la Russie, parce que la Russie a toutes les matières premières que nous avons. Et donc, elle ne vient pas en Afrique sans qu'on l'ait invité à coopérer avec nous. Tout simplement parce que si vous lui proposez du pétrole, ils en ont. Vous proposez de l'uranium, ils en ont. Vous proposez du fer, ils en ont. Tout ce que ceci fait là. Là, je suis entièrement d'accord avec ce monsieur. Awadon Melo, c'est un champion, ce monsieur. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Ils ont tout. C'est plus grand que la moitié de l'Afrique. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Donc la Russie, c'est 17. C'est plus de la moitié de l'Afrique. Donc ils ont toutes les ressources naturelles possibles. Donc c'est les gens qui ne vont pas venir chez toi t'embêter à cause de tes ressources naturelles. Contrairement à ce tout petit pays qu'est la France,
qui est tous les jours ici, en train de nous embêter. Particularité de l'Afrique, ils ont ça. Donc si vous ne les invitez pas à coopérer avec vous, ils ne viendront pas. Et même si vous avez des accords que vous les annulez, comme beaucoup de pays que la Russie a contribué à éliminer annulent, ben ils s'en vont tout simplement parce que c'est un accord comme parmi tant d'autres. Donc il faut savoir choisir ses amis qui peuvent t'accompagner à être souverain. Aujourd'hui, l'armée chinoise n'a rien à voir avec l'armée russe. Ils les ont accompagnés à être souverains. L'armée iranienne n'a rien à voir avec les autres armées. Aujourd'hui, ils sont militairement souverains. Mais grâce à qui? Grâce à une coopération gagnant-gagnant avec la Russie. Voilà un peu la particularité. Et je pense que c'est ce chemin-là qui est bien. Je comprends mieux maintenant. Merci. Voilà. Et le journaliste, heureusement, le chroniqueur, là, à la fin, il dit qu'il comprend mieux. Là, j'ai bien aimé sa réaction, quand même, en toute sincérité. À la fin, il a dit qu'il comprend mieux. Merci, les amis.